utilisables pour les patients en ambulatoire. Alors, ces tests sont extrêmement nombreux et l'arrivée des tests contre le SARS-CoV-2 maintenant depuis près de 2 ans, j'espère, va changer la donne. Et vous savez qu'on a déjà des tests pour le streptocoque du groupe A, pour la grippe A et B, pour le SARS-CoV-2, bien entendu, pour le VRS, pour d'autres virus respiratoires. On a aussi des bandelettes urinaires, de quoi faire de la CRP, voire de la PCT en microméthode, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a d'autres tests qu'on peut faire comme ça, notamment, par exemple, des tests pour le paludisme au bout du doigt. Alors, la question, c'est que ces tests existent et je vais essayer de vous parler de la façon de les utiliser, comment les interpréter. L'essentiel, c'est est-ce qu'il y a des faux positifs qui vont entraîner des traitements inutiles? On va pouvoir essayer de les repérer. Est-ce qu'il y a des faux négatifs qui vont retarder un traitement ou une prise en charge? Et puis, il faut que ces tests ils soient ni inconfortables, ni douloureux, et ni coûteux, bien entendu. Alors, c'est une histoire sur laquelle je travaille depuis très longtemps, puisque vous voyez les années. La première publication que j'ai faite sur le sujet, c'est en 1988, donc ça fait maintenant 34 ans, d'accord? Et déjà, on travaillait sur le streptocoque du groupe A, à la mode, c'était les pattes d'éléphant, le disco, etc. Et déjà, sur cette étude avant-gardiste, si je peux me permettre, il y avait déjà eu plusieurs études aux États-Unis, on avait inclus 105 enfants et on avait montré que la sensibilité était bonne et que la spécificité était excellente. Depuis ces études, on a fait énormément d'études sur le sujet, comportant des milliers de malades, des témoins, d'autres pathologies que le streptocoque du groupe A, dans les angines, parce que les anites, c'est important, parce que les tournioles, c'est important. Et alors, les études sont nombreuses, on a fait des méta-analyses, et en particulier, ça a permis à Jérémy Cohen de faire sa thèse de science sur ce sujet avec de très, très nombreuses publications. Et l'essentiel de ces thèses, c'est comment ça doit guider la prescription d'antibiotiques. Parce que utiliser des tests pour le streptocoque du groupe A, c'est moins d'antibiotiques, c'est bien plus efficace que la clinique ou des tests orientés par la clinique et il n'y a pas de complications. Alors, pour utiliser ces tests, il faut bien avoir en tête que, 1, il faut vouloir réduire la prescription d'antibiotiques. 2, il faut vouloir limiter la prescription d'autres examens. Quand on a des tests comme ça, tous les médecins qui les utilisent vous diront on demande beaucoup moins d'examens de biologie au laboratoire ou d'examens radiologiques. Enfin, on évite de prendre des mesures pour rien. Alors, vous savez, pendant très très longtemps, on a demandé au laboratoire d'évaluer les tests. En particulier, en France, on a demandé au laboratoire de référence, le Centre national de référence de la grippe ou je ne sais quel autre centre national de référence, et ils nous disaient toujours, mais c'est moins bon que ce que j'ai. Bon. Mais le problème, c'est que nous, ce qu'ils ont, les PCR les plus sensibles, nous, on ne les a pas en clinique. Nous, on n'a que la clinique pour se repérer. Donc, il faut non seulement les comparer avec les tests de référence, mais aussi avec qu'est-ce qu'on a en pratique. Qu'est-ce qu'on a comme diagnostic clinique, quelle est la valeur ou de la biologie standard. Et puis, il faut se rendre compte qu'il faut toujours une formation des cliniciens pour atteindre des performances optimales. Et la formation des cliniciens, c'est essentiellement dans la façon de faire le test. Il faut savoir aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément irrité tout au long de cette pandémie, c'est que les tests tout seuls n'ont pas de valeur. On ne peut pas débarquer dans une classe, faire des TDR dans la gorge des enfants pour savoir s'ils ont une angine ou pas. Ils ne remplacent jamais l'évaluation clinique. Ils doivent être intégrés avec les autres signes cliniques et les autres symptômes cliniques. Et je trouve que en France, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, on s'est laissé déborder par les décisions gouvernementales et la place des pharmaciens. Les pharmaciens n'examinent pas, ils font des tests
et ces tests ne sont pas intégrés dans le tableau clinique par rapport à ça. Et ces tests-là, on va insister sur le rapport de vraisemblance positif et le rapport de vraisemblance négatif. Alors, qu'est-ce que c'est un rapport de vraisemblance positif ou négatif? Par exemple, on va revenir sur cet exemple-là tout à l'heure, vous avez un enfant de 6 ans, il a une angine, et bien grosso modo, il a 30% de chance, avant même que vous ayez fait de test, qu'il ait une angine à streptocoque. Et s'il a une angine à streptocoque, il faut le traiter pour prévenir le rhumatisme articulaire aigu, pour prévenir d'autres complications et aussi pour l'améliorer plus rapidement. Si le test est positif, eh ben, il va multiplier votre probabilité par 10. Pratiquement, votre enfant, il aura 100% de chance d'avoir une angine à streptocoque. Si votre test est négatif, eh ben, ça réduit par 10 le risque. Vous passez de 30% à 3% le risque que votre test. Et là, c'est ce qu'on appelle un excellent test. Le test pour les angines, quand il est fait correctement, quand le prélèvement est fait correctement, c'est un intérêt clinique important. Un test qui a un intérêt clinique modéré, c'est quand il vous multiplie entre 5 et 10 cet facteur, ou quand il est positif, et 0,1 à 0,2 quand il est modéré. Là, ça a un intérêt assez fort, mais modéré. Et là, pratiquement, on va voir que le SARS-CoV-2, ça se passe dans cette valeur-là. Et la CRP, quand elle est bien demandée, elle se place dans ce cadre-là. Un test entre 2 et 5 ou 0,2 et 5, il est faible, mais parfois, ça peut aider. Enfin, un test qui ne vous change pas la probabilité, c'est un test qui ne sert à rien. Donc, en langage plus clair, donc, le facteur de vraisemblance positive multiplie par 10 la probabilité de diagnostic, et quand il est négatif, il divise par 10. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la prévalence du streptocoque du groupe A dans l'angine? Il y a de larges études dans la littérature, et grosso modo, quand vous prenez des enfants de 3 à 10 ans, quand ils ont de la fièvre, quand ils ont mal à la gorge, il y a 37% de chance, et l'étude est une large étude internationale, que ce soit du strepto. D'accord. Quand on lui fait le test, on multiplie ce risque par 11 quand il est positif, et on le divise par 10 quand il est négatif. Et c'est comme ça qu'on voit sur ce diagramme que je dois à Alain Martineau, c'est la probabilité pré-test avant, le test est négatif, je ne suis pas à 0, mais presque à 0, le test est positif, je ne suis pas à 100%, mais je suis presque à 100%, c'est de la bonne clinique. Ça veut dire, avant, on ne voyait pas bien avec la clinique, maintenant, on voit beaucoup mieux, on a de bonnes lunettes. Alors, je vais vous donner maintenant d'autres tests, d'autres exemples, d'autres tests en prenant ceux qu'on utilise le plus souvent, nous, en pratique. Je vais vous prendre un exemple. Ici, c'est les tests antigéniques du SARS-CoV-2. Alors, vous voyez, le SARS-CoV-2, maintenant, il y a peu de virus qu'on connaît aussi bien que ce virus. Certes, ce virus est en train d'évoluer, mais enfin, on sait à peu près qu'entre le moment où on est infecté, on voit que la charge virale augmente entre le 2e et le 5e jour, encore plus vite pour Omicron, pour atteindre un maximum vers le 4e, 5e jour, et ensuite pour décroître progressivement. Quand vous faites une PCR, la PCR va être positive pratiquement tout le long de la positivité. Je reviens sur la diapo. Par contre, quand vous faites un test de diagnostic rapide, il ne va être positif que pendant quelques jours, quand la charge virale sera très élevée. Quand vous faites un test, vous l'avez bien prélevé, et que le test revient négatif, ça veut dire simplement que votre enfant n'a pas une charge virale élevée. Et ça, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a pas eu le Covid ou qu'il ne l'aura pas. C'est que le jour où vous l'avez vu, il n'y avait pas beaucoup de virus. Et on a fait plusieurs études
que je vais vous montrer de sensibilité et de spécificité de ces antigènes. Là, c'est une étude qu'on a faite avec un test antigénique au fond du nez, comme une PCR, d'accord? Et sur cet effectif de patients qui de tête comme ça était de 400, on a retrouvé pour ces tests une sensibilité de 87%, d'accord? Et une spécificité de 98%. Ça veut dire qu'il y avait quand même un ou deux faux positifs. Et ça veut dire qu'on est passé à côté de quelques diagnostics. Mais vous voyez, c'est très, très, très peu. Et finalement, quand le test est négatif, ça réduit par 10 le risque que votre enfant ou votre adulte soit effectivement positif au SARS-CoV-2. Et ça veut dire encore beaucoup plus que la probabilité qu'il est contagieux est extrêmement faible. D'accord? Alors, finalement, le SARS-CoV-2, ça a deux bonnes indications, les tests antigéniques. Eh bien, vous organisez une réunion, votre enfant va à l'école, eh bien, si vous voulez, faites un test et que ce test est bien prélevé, on va revenir sur ça, et qu'il est négatif, ça veut dire que vous n'expiez pas complètement qu'il a un SARS-CoV-2. Mais c'est très, très, très improbable qu'il soit contaminant pour les autres. Le deuxième intérêt du test, c'est en début de maladie. Et bien, quand vous avez un sujet qui a de la fièvre et qui tousse, qui a mal à la gorge et vous suspectez un SARS-CoV-2 parce qu'il a été contact, et bien, si le test est positif, vous pouvez dire qu'il a le SARS-CoV-2. S'il est négatif, vous réduisez par 10 son risque qu'il ait le SARS-CoV-2. Alors après, le problème de ces tests, c'est qu'ils sont quand même désagréables. Et comme il va falloir les répéter dans le temps, on a évolué vers des tests, des autotests. Et je vais vous montrer un petit film sur les autotests qu'on utilise, qui sont extrêmement faciles à réaliser. Je vais vous montrer, on perd un petit peu par le test antigénique profond, mais on gagne énormément par le fait que ces tests sont répétables très facilement. Alors, je vous montre un petit film de quelques secondes sur ces tests. Ce sont des autotests que les enfants peuvent faire dès l'âge de 3 ans. Et c'est très, très, très important que les enfants les fassent eux-mêmes. Parce qu'après, pour nous, par exemple, dans les écoles, on demande beaucoup. Vous voyez, c'est l'enfant lui-même qui se teste. Ça dure 15 secondes. Il préserve une narine. L'autre côté, alors le test étant rapide. Et puis après, on met dedans. Et puis après, on a le résultat du test. Et je vais vous montrer un deuxième enfant. Pareil. Alors, ces tests-là, on les a au cabinet où les enfants et les familles peuvent les faire tout seuls. Je vous donnerai après le coup de ces tests. Alors, vous voyez, ça s'est fait en accéléré. Dans la réalité, les enfants se prélèvent 15 secondes par narine. Et vous avez un test dont vous avez le résultat, il est négatif. Vous voyez, donc cet enfant, le jour où je lui ai fait le test, je peux dire avec une énorme probabilité qu'il n'était pas contagieux pour les autres. Maintenant, ça ne vous dit pas qu'il n'aura pas, qu'il ne sera pas contagieux dans 48 heures ou dans 3 jours. Mais le jour même, il est négatif. Alors, pourquoi on a fait ces autotests? Parce qu'on s'est vite aperçu que ce n'était pas possible de prélever les enfants, voire les adultes, tous les 3-4 jours au fond du nez, parce que c'est désagréable. Et on arrive à une situation où de plus en plus d'enfants ne veulent plus être prélevés. Imaginez-vous que même les tests du strepto, au fond de la gorge, si je disais à tous les enfants, je vais vous prélever tous les 3 ou 4 jours, bon, c'est pas très drôle. Donc, il faut arriver. Donc, il faut accepter que ces tests soient moins sensibles que les tests au fond, mais qu'on puisse les répéter. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas pourquoi, voilà, je vais passer à la suivante. Voilà. Et donc voilà les résultats d'une dernière étude
qu'on n'a pas encore publiées sur ces autotests. Et vous voyez que quand la charge virale est très faible, vous voyez en gris, d'accord, le test est très, très mauvais. C'est-à-dire on n'a pratiquement pas de positif, alors que l'enfant a eu une infection à SARS-CoV-2 les jours précédents. Par contre, quand la charge virale est élevée, c'est-à-dire quand le patient est contagieux, le test est excellent. C'est-à-dire pratiquement, il y a très, très, très peu de faux négatifs. Exprimé différemment, on a comparé ça à la PCR ou des tests antigéniques faits au fond du nez, d'accord ? Par rapport aux tests antigéniques, on est à 92% de sensibilité et quasiment 100% de spécificité. Donc, vous voyez, on perd que 10%, même pas, de sensibilité, mais on peut répéter le test sans traumatiser ni les enfants ni les adultes, d'accord ? Et par rapport à la PCR et aux charges virales contaminantes, on est entre 80 et 87% de sensibilité, avec toujours une excellente spécificité. Donc là, on est passé du test antigénique au fond du nez, comme on se prélève pour une PCR, à un test antigénique que vous avez vu, qui est extrêmement facile à réaliser. Maintenant, le dernier progrès que nous ont apporté ces tests Covid, c'est que sur le même prélèvement, exactement, je vais vous en montrer un là, vous pouvez non seulement tester le Covid, parce qu'en hiver, il n'y a pas que le Covid qui circule, il y a aussi la grippe et il y a aussi le VRS. Et vous voyez que sur le même prélèvement, vous avez tout ça, le Covid, la grippe A et B et le VRS. Et vous avez là ici un test négatif, un test positif pour le RSV et à côté, un test positif pour la grippe. Donc, sur le même prélèvement, l'enfant vient, il vient pour de la fièvre, de la toux, une gêne respiratoire. Vous faites un test et vous avez sur le même prélèvement, avec des niveaux de sensibilité, spécificité tout à fait acceptables, les 3 principaux pathogènes que l'on retrouve en pédiatrie. Alors, 2 mots de la CRP et de la PCT. La CRP et la PCT, ce n'est pas du tout la même chose, bien entendu, puisque c'est des tests qui sont qui ne vous indiquent pas un germe ou un virus particulier, mais qui orientent votre choix. Alors, il faut bien avoir en tête que par rapport à l'interleukine qu'on ne peut malheureusement pas doser en routine, et par rapport à la procalcitoline que vous voyez en vert, la CRP, pour monter, il lui faut 24 heures, et pour atteindre son maximum, il lui faut 48 heures. La PCT, elle, devient positive au bout de 12 heures. D'accord ? Mais après, le niveau des tests est complètement comparable en termes de sensibilité et de spécificité. L'avantage de la CRP, c'est que si vous êtes à 24 ou 48 heures de fièvre, une CRP complètement négative vous rend complètement improbable une infection bactérienne. Mais si vous êtes trop précoce, eh ben, ça ne marche pas. Par exemple, la majorité des enfants qui ont un sepsis sévère, s'ils arrivent dans les 12 premières heures, ou c'est pas la peine de compter sur la CRP, la PCT est plus intéressante. D'accord ? Donc, cette courbe est très importante à comprendre. Mais une fois qu'on a bien choisi le moment où on prélevait, les 2 résultats sont identiques. Et les 2 résultats, vous les voyez ici dans une comparaison les uns par rapport aux autres, ils sont très, très, très supérieurs à la numération. La numération formule sanguine est un examen très, très, très peu performant en termes de rapport vraisemblance positif ou négatif. Par contre, la CRP et la PCT sont bien plus performants, en particulier quand on s'éloigne par rapport au début de l'infection. Par exemple, vous avez un enfant, il a une fièvre isolée
à 39,40, ça fait 48 heures qu'il a de la fièvre. Il a un examen clinique qui ne vous inquiète pas particulièrement. Si la CRP est inférieure à 30, vous pouvez être certain qu'il n'a pas d'infection bactérienne. Par contre, si vous trouvez le même enfant à 12 heures, ben la CRP, elle ne vous apporte rien du tout. D'accord ? À l'inverse, des CRP élevés peuvent correspondre à des non-infections bactériennes. Ici, c'est pour comparer la performance de la CRP et de la PCT. Vous voyez ici que les deux courbes, du moment que vous vous éloignez du début de l'infection, sont très différentes, sont très proches. L'avantage, c'est le début de la truc. Donc, pour terminer, CRP, PCT, c'est le même combat, d'accord ? Simplement, la CRP est beaucoup, beaucoup moins chère. Elle se fait, on va regarder les prix tout à l'heure, elle se fait sur 5 à 10 microgrammes de sang et on a le résultat immédiatement. La PCT, c'est plus cher, c'est 5 à 10 fois plus cher, on va revenir sur le prix, et ça demande plus de temps. Alors, il faut savoir que dans les pays d'Europe du Nord qui sont très peu utilisateurs d'antibiotiques, d'accord, ils se sont aperçus qu'une des causes de prescription majeure, c'est la suspicion de pneumonie, c'est-à-dire la toux fébrile. Et ils ont mis en route pour tous les médecins dans ces pays-là la CRP en microméthode et guider la prescription d'antibiotiques en fonction de cette CRP. D'accord ? Alors maintenant, pour terminer, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous coûte pour un médecin de ville, quand il commande ses examens, combien coûte la CRP ? Elle coûte entre 2 et 4 euros. La grippe, ça coûte 5 euros de test. Le VRS, c'est 4 euros. Vous voyez, ce n'est pas des prix qui sont très, très, très élevés. Tout ça, c'est ce qu'on a régulièrement au cabinet et qu'on utilise tout à fait régulièrement. Je connais. Et tout ça ne demande absolument aucune formation. Ce sont des docteurs tests. Je vous remercie de votre attention.